Quand on parle de catastrophe climatique, l'image qui vient tout de suite, c'est celle d'un monde de plus en plus dangereux. Oui, on est bombardé d'images, c'est vrai. Inondations, sécheresses, tempêtes, on a l'impression, et c'est assez logique, que la menace pour la vie humaine ne fait qu'augmenter. Mais est-ce que cette perception, elle colle vraiment à la réalité des chiffres sur, disons, le siècle dernier? C'est toute la question en fait. Il y a la perception, qui est souvent façonnée par les médias, l'actualité chaude, et puis il y a les données brutes collectées sur des décennies. Et parfois, le fossé entre les deux est vertigineux. C'est exactement le sujet du jour. On va se pencher sur une analyse qui va complètement à contre-courant de cette idée reçue. Nos sources sont un graphique, très simple, très visuel, intitulé «Morts liées au climat 1920-2025» et un texte explicatif qui l'accompagne. Et notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer ce que ces graphiques nous racontent. Parce que c'est une histoire radicalement différente, presque incroyable, et tout tourne autour d'un chiffre, un chiffre choc. Absolument. Alors, pour bien saisir ce chiffre, il faut remonter un peu le temps. Nos sources s'appuient sur la base de données de référence, le MDAT. C'est un peu la grande bibliothèque mondiale des catastrophes. Géré par une université en Belgique, oui. C'est la source la plus respectée. Donc, retour dans les années 1920, la moyenne annuelle de décès dus aux inondations, sécheresses, tempêtes et incendies, c'était combien à votre avis? Le chiffre est de 485 000 Presque un demi-million de morts, chaque année. chaque année, C'est un chiffre qu'on a du mal à se représenter aujourd'hui. C'est c'est comme si une ville comme Lyon était rayée de la carte. tous les ans. Tous les ans, c'est ça l'échelle de la tragédie humaine de l'époque. L'image est terrifiante. Ça remet tout en contexte. Et maintenant, on fait un bond dans le temps. On arrive à la décennie 2010-2019. Cette moyenne annuelle de 485 000 morts, elle tombe à 19 377. Voilà le chiffre choc. C'est une baisse de 97,7%. C'est dingue. Et pour la période la plus récente, 2020-2025, on est autour de 11 957 en moyenne. Toujours une réduction de 97,5%. C'est une chute absolument colossale. Quand on voit ça, la première réaction, la plus intuitive, c'est de se dire ah bon, bah, le climat a dû se calmer. C'est exactement ce que je me suis dit. Moins de tempêtes, moins de sécheresse, mais j'imagine que c'est plus compliqué. C'est même tout le contraire. Et c'est le point central de l'analyse. Cette baisse spectaculaire, elle n'a rien à voir avec une quelconque accalmie du climat. La raison, en fait, c'est nous. Comment ça, c'est nous? C'est notre capacité à faire face qui a explosé. Le texte le résume très bien. Les sociétés sont devenues plus riches, plus intelligentes et plus résilientes. D'accord. Mais concrètement, plus résiliente, ça veut dire quoi? Ça veut dire plein de choses. Prenez une alerte ouragan en 1925. L'info circulait mal, les gens la prenaient au dernier moment, s'ils la prenaient. Et les maisons n'étaient pas construites pareil, j'imagine. Exactement. Pas de normes, pas de plan d'évacuation. Aujourd'hui, on a des satellites qui suivent la tempête des jours à l'avance, des alertes sur tous nos téléphones, des bâtiments conçus pour résister. Des infrastructures pour évacuer des millions de gens. C'est ça la résilience. Ce sont les digues, les systèmes d'irrigation, les services d'urgence. Toute la connaissance qu'on a accumulée. Le point essentiel des sources, c'est que notre capacité d'adaptation a progressé beaucoup plus vite que l'augmentation potentielle de la menace. Donc, la richesse et le développement. Sont factuellement le meilleur bouclier qu'on ait inventé. Ok, là il y a un truc que je ne saisis pas. Si les chiffres sont aussi clairs, si la baisse est aussi spectaculaire et qu'on sait pourquoi est-ce que tout le monde, moi le premier, a l'impression inverse? Ah, On a l'impression qu'il y a des catastrophes partout, tout le temps, à la une. Il y a quelque chose qui cloche. c'est le cœur du paradoxe. Et la source lui donne un nom, l'effet CNN. L'effet CNN. Oui, le problème, ce n'est pas ce que les données de mortalité disent, mais ce que les données sur les événements rapportés montrent. Et là, c'est l'inverse. Le nombre de catastrophes signalées est, lui, en très forte augmentation. Ah, d'accord. On signale plus de choses qu'avant, c'est ça? Tout à fait. La couverture médiatique mondiale est bien meilleure. Une inondation dans un village isolé qui aurait été totalement ignoré il y a 80 ans fait aujourd'hui le tour du monde en quelques heures. Et puis on signale des événements plus petits, c'est ça? Oui, les critères ont changé. La source donne un exemple qui m'a vraiment marqué. Je suis curieux de l'entendre. Dans toute cette base de données EMDAT, le tout premier décès unique, c'est-à-dire une catastrophe qui n'a fait qu'une seule victime, Oui. n'a été enregistré qu'en 1963. Attendez, pardon. Avant 1963, il fallait qu'il y ait plusieurs morts pour qu'un événement soit même comptabilisé.
C'est exactement ce que ça suggère. Il fallait sûrement un certain seuil de gravité pour que l'info remonte. Aujourd'hui, le moindre événement est documenté. Le contraste est fou. Nos sources indiquent 479 catastrophes enregistrées en 2025 contre une seule pour toute l'année 1921. Une seule. Une. Donc on a cette impression de chaos permanent avec des centaines d'événements, alors que la catastrophe humaine globale était bien pire avant, mais beaucoup plus concentrée et moins visible. Ça remet tout en perspective. Mais du coup, ça soulève une autre question. Si on a du mal à compter les événements du passé, est-ce que les chiffres sur les morts sont vraiment fiables? Ça voudrait dire que la réalité était peut-être encore pire que ce que le graphique montre. Historique. Énorme, oui. Les données pour le début du XXe siècle sont très très lacunaires. Il y a des trous gigantesques. Comme par exemple. La source en cite plusieurs. Une inondation en Chine en 1906 qui aurait pu causer entre 20 et 25 millions de morts. Elle n'est pas dans les comptes. 20 millions. Oui, une sécheresse en Perse, 1917-1919, entre 2 et 10 millions de morts potentiels, absents des registres. Ce sont des fantômes statistiques. C'est à peine imaginable. La source mentionne même une estimation d'un chercheur, Roger Pielk, qui pense que le bilan des années 1870 pourrait être 10 fois plus élevé que celui des années 20. On parlerait de 5 millions de morts par an. Donc la baisse ne serait pas de 97%, mais de plus de 99%. Probablement, oui. C'est fou. Mais les sources parlent d'une autre complexité, plus récente cette fois. Le cas des morts de chaleur et de froid. C'est un sujet très actuel. Oui, et c'est un vrai casse-tête, un point de friction majeur même. Le texte explique que la base de données a une approche, disons, problématique. C'est-à-dire D'un côté, les études scientifiques mondiales montrent que les morts liées au froid sont, à l'échelle de la planète, environ 9 fois plus nombreuses que celles liées à la chaleur. 9 fois plus. C'est énorme. On entend pourtant beaucoup plus parler des vagues de chaleur. Exactement. Et c'est là que ça devient étrange. La base de données a toujours eu tendance à inclure un peu aléatoirement les décès dus à la chaleur, mais à ignorer quasi systématiquement ceux dus au froid. Ah bon? Mm. Et la source donne un exemple flagrant pour 2022. Cette année-là, les gestionnaires de la base ont décidé d'inclure toutes les morts estimées dues à la chaleur, mais uniquement pour l'Europe. Que pour l'Europe. Oui. Et en même temps, ils ont continué d'ignorer la quasi-totalité des morts de froid dans le reste du monde. Mais pourquoi faire ça? Ça n'a aucun sens. Ça fausse complètement les chiffres mondiaux. Selon l'auteur de notre source, et c'est son interprétation, il faut le préciser, ce traitement différencié rend les comparaisons mondiales sur ce sujet inutiles. Je veux bien le croire. Il suggère que ce choix de surreprésenter la chaleur et d'occulter le froid vise à gonfler le nombre de morts dus au climat maintenant. C'est une critique assez directe de la méthodologie. D'accord. C'est pour ça que l'analyse se concentre sur les inondations, sécheresses, tempêtes, où les données sont plus solides. Exactement, pour éviter ce biais. Et pour vraiment se rendre compte du gouffre entre hier et aujourd'hui, il y a cette anecdote dans les sources sur l'année 1921. Cette fameuse année avec une seule catastrophe enregistrée. Ah oui, l'article du New York Herald. C'est un exemple parfait. En 1921, ce grand journal américain publie un article en pleine page, titre digne d'un film catastrophin. Des millions de morts dans la vague de chaleur record de 1921. Une sécheresse et une canicule monstrueuse en Eurasie. Ça, c'est l'unique catastrophe enregistrée pour toute l'année. Une seule entrée, 1,2 million de morts. C'est l'illustration parfaite de ce qu'on disait. Un seul événement documenté, mais un bilan humain apocalyptique. Aujourd'hui, on aurait 479 événements qui feraient la une. Créant une impression de chaos permanent. Hmm. Mais avec un bilan total, toute catastrophe confondue, qui serait 100 fois moins élevé. C'est un renversement total de perspective. Absolument. Mais alors, la question cruciale, qu'est-ce qu'on fait de cette information? Est-ce que ça veut dire que le changement climatique n'est pas un problème? Non. Et c'est le point que la source martèle, il est fondamental. Ces données ne nient en aucun cas la réalité du réchauffement climatique. Le texte est on ne peut plus clair, je cite. Le réchauffement climatique est un vrai problème que nous devons résoudre intelligemment. Le message n'est pas tout va bien alors. Absolument pas. Le message principal, c'est une histoire sur la résilience humaine. C'est un témoignage puissant de ce que le développement économique, l'innovation, la richesse peuvent accomplir pour sauver des vies. C'est une histoire de succès en fait. C'est une véritable histoire de succès de l'humanité face à l'adversité. Ça montre qu'on n'est pas des victimes passives, qu'on a des outils formidables pour se protéger. Et il y a cette comparaison finale pour mettre les choses en perspective
assez déroutante. Ah oui, celle qui fait sourire. On a donc, dans les années 2020, une moyenne de près de 12 000 décès par an dus aux catastrophes climatiques. Ce qui est 12 000 tragédies, bien sûr. Évidemment. Mais pour comparer, on estime qu'au Japon, environ 19 000 personnes, principalement âgées, meurent chaque année dans leur baignoire. Sérieusement? Dans leur baignoire. C'est la comparaison la plus inattendue que j'ai entendue, mais elle est parlante. Le but n'est pas de se moquer, mais de contextualiser, de montrer que le risque catastrophe climatique qui domine tout est en termes de mortalité directe devenu inférieur à d'autres risques du quotidien dont on ne parle jamais. Et cette mise en perspective, elle a un objectif d'après la source? C'est de fournir un contrepoint à un discours ambiant jugé parfois alarmiste. Anxiogène, oui. L'argument, c'est que la peur est souvent mauvaise conseillère pour élaborer des politiques publiques intelligentes et efficaces sur le long terme. Une vision, basée sur les faits, même contre-intuitif, permettrait de mieux allouer les ressources. De se concentrer sur ce qui a fonctionné, continuer à construire cette résilience partout dans le monde, car c'est elle qui a sauvé des centaines de millions de vies. Bon, si on essaie de rassembler tout ça, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir? Le premier point, le plus massif, c'est ce chiffre. Une baisse factuelle documentée de plus de 97% des décès liés aux catastrophes climatiques en un siècle. C'est le point de départ. Ensuite, la raison de cette baisse, ce n'est pas le climat qui s'est calmé, c'est l'humanité qui est devenue beaucoup plus forte. La richesse, la technologie, l'adaptation, notre résilience a progressé plus vite que la menace. Le troisième point, c'est d'avoir un regard critique sur les données. Comprendre que le récit, plus de catastrophes égale plus de morts, est trompeur. On rapporte plus d'événements, mais le nombre de victimes a chuté. Exactement. Et il faut être conscient des trous dans les données du passé, qui étaient sans doute encore plus terribles, et des incohérences dans la manière de compter aujourd'hui, notamment sur la température. Donc, le nombre d'événements médiatisés n'est pas un bon thermomètre du danger réel pour la vie humaine. C'est une conclusion vraiment puissante. Et pour laisser une dernière matière à réflexion, les sources nous montrent que notre super pouvoir, au fond, ça a été le développement, l'innovation, la croissance. C'est ça notre bouclier. Oui. La grande question pour demain, c'est de savoir à quel point ce bouclier dépend d'une croissance continue. Que se passerait-il si l'ampleur des futurs défis climatiques venait à dépasser la vitesse à laquelle on arrive à s'adapter? Le succès incroyable du siècle passé ne garantit pas l'avenir, mais il nous donne une leçon fondamentale sur ce qui nous a permis de survivre jusqu'ici.